Bonjour, aujourd'hui à Perspective Végane, on va parler de philosophie à la radio en ce mardi matin. Alors j'ai le plaisir d'avoir avec moi Christiane Bailey, au doctorat en éthique animale à l'Université de Montréal, qui a récemment terminé un stage de chercheur invité à l'Université de Wesleyan au sein des études écoféministes. Bonjour Christiane. Bonjour Émilie. Aujourd'hui, la question des droits des animaux doit tenir compte de l'approfondissement de nos connaissances en psychologie, en éthologie, sur leur vie cognitive, émotionnelle, sociale. À la base, ces travaux portaient sur ces conceptions-là de la vie mentale des animaux. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Oui, bien en fait, moi j'étudiais la question de la subjectivité des animaux, principalement parce que je trouvais ça vraiment curieux que on ait accepté la théorie darwinienne, la théorie de l'évolution. On reconnaissait qu'il y avait une continuité physique et biologique avec les autres animaux, mais on reconnaissait pas nécessairement la continuité psychologique et sociale de la vie des animaux et des autres êtres humains. Je rentrerai pas dans le détail des recherches en éthologie, mais les chercheurs de nos jours abordent de plus en plus les animaux comme étant des sujets configurant leur propre monde de sens et un monde de sens partagé. On parle par exemple de culture maintenant chez les animaux. On a découvert que certains groupes de la même espèce ont des accents ou des dialectes différents en fonction de leur situation géographique, comme par exemple les baleines, qui ont des signatures vocales individuelles qu'on peut appeler des noms, que les animaux se reconnaissent individuellement, sont capables par exemple de se rappeler qu'un individu est coopératif, qu'un autre tend à voler ou tricher, etc. Donc, plusieurs études se penchent aussi sur les émotions chez les animaux, comme l'empathie, même sur la possibilité d'une certaine forme d'agentivité morale. On parle, par exemple, des travaux de Frans de Waal sur la politique des chimpanzés, la formation d'alliances, la réconciliation, la résolution de conflits. Donc, je veux pas faire la liste de ces études-là, mais l'idée est simplement de prendre conscience que les animaux sont pas des représentants interchangeables de leur espèce, mais des individus uniques avec leur propre personnalité, leur psychologie particulière, leur dynamique sociale. Et quand on en arrive là, il devient très difficile de comprendre pourquoi on refuserait de les reconnaître comme étant des personnes. Par contre, tu soutiens que prendre connaissance de cette intelligence-là ne nous mène pas nécessairement au respect de leurs droits fondamentaux, n'est-ce pas? Oui, mais ça a été... je peux dire que j'ai fait cette erreur-là pendant très longtemps dans ma vie. J'ai étudié longtemps la question de la subjectivité, de la sociabilité des animaux, en me disant que si on était capable de reconnaître la richesse de la vie émotionnelle, cognitive et sociale des autres animaux, on en arriverait un peu naturellement à reconnaître qu'on ne devrait pas les traiter comme on le fait actuellement. En fait, ça m'a pris du temps à reconnaître que cette position-là était très naïve et qui n'était pas suffisante. Parce que pendant très longtemps dans l'histoire de l'humanité, on a maltraité, on a exploité, on a exterminé des êtres humains alors qu'on doutait pas du tout de leur vie de conscience. Le problème ne se situe pas nécessairement au niveau de la reconnaissance de la vie subjective des individus. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un gros problème avec le fait que le mouvement pour les droits des animaux fait souvent remonter le problème à Descartes. Oui, effectivement. Donc, Descartes qui soutenait la théorie de l'animal-machine. C'est ça. Souvent, on combat la théorie de l'animal-machine. C'est important de combattre la théorie de l'animal-machine. Mais il faut reconnaître aussi qu'on a abusé les animaux bien avant Descartes. Et même après Descartes, il y avait certains philosophes qui croyaient dans la théorie de l'animal-machine. Mais la plupart des gens croyaient pas. Ils reconnaissaient tout à fait que les animaux avaient une forme de vie subjective, de subjectivité. Puis ça les empêchait pas de les exploiter, de les exterminer. Donc, le problème n'est pas qu'on reconnaît pas que les animaux sont sujets d'une vie de conscience. Le problème est qu'on pense qu'ils sont essentiellement inférieurs, subordonnés. Donc, le problème n'est pas Descartes, le problème est Aristote, l'idée d'une échelle hiérarchique des êtres. Cette échelle hiérarchique-là de Aristote a justifié d'ailleurs l'oppression de plusieurs groupes qui étaient au sein même de l'espèce humaine. C'est ça, exactement. On a asservi les animaux pour la même raison qu'on a asservi les peuples qu'on considérait supposément primitifs ou inférieurs, en fait, qui étaient simplement moins puissants technologiquement. Les deux raisons, premièrement, on en était capable. Deuxièmement, on en avait un bénéfice à tirer de leur exploitation ou de leur extermination. Donc, c'est la logique du plus fort. La justification va venir après. Ils sont inférieurs, ils existent pour nous, etc. Donc, le problème n'est pas la reconnaissance de la subjectivité des animaux, mais le fait qu'on les considère inférieurs, naturellement subordonnés et sacrifiables. Donc, il suffit pas de s'opposer à l'idée que la conscience subjective est le propre des êtres humains. Il faut aussi s'opposer à l'idée de cette échelle naturellement là, hiérarchique des êtres. Donc, le point important, c'est de reconnaître l'altérité d'autrui suffit pas pour imposer notre respect. L'histoire de la colonisation le montre. Mais je pense, puis c'est ça que je défends dans ma thèse, que ça devrait quand même être le cas. Fait que le principe que je défends, il est très simple. Je veux soutenir que même si dans les faits, reconnaître autrui comme autrui
n'est pas suffisant pour le respecter. Ça devrait être le cas. Dès qu'on est capable de reconnaître qu'un être est doué d'une vie subjective, on a des devoirs négatifs fondamentaux de ne pas lui faire de mal. On peut développer principalement 3 droits fondamentaux. Quels sont ces droits fondamentaux? Quand je divise ça en 3 droits, je veux dire que le premier droit, c'est qu'on devrait reconnaître qu'on ne devrait pas mutiler, blesser ou torturer un animal. Donc, lui reconnaître une forme un droit à l'intégrité physique. Deuxièmement, on devrait reconnaître qu'on devrait pas, on devrait pas l'enfermer ou l'attacher, donc lui reconnaître une forme de droit à la liberté. Et troisièmement, on devrait pas tuer un animal si on peut faire autrement, ce qui revient en fait à lui reconnaître un droit à la vie. Est-ce qu'il y a certaines exceptions? Oui, chez les êtres humains aussi, il y a des exceptions. Il y a, comme par exemple, la légitime défense va être une exception. Je dois avouer que moi, ça m'a pris énormément de temps à être capable de digérer, on peut dire, ou d'accepter l'idée de ces droits fondamentaux-là aux animaux, en particulier le droit à la vie. Mais j'ai fini par comprendre, grâce à des gens comme mon amie Valérie Giroux et aussi à la lecture de Zoopolis, un livre écrit par Sue Donaldson et Will Kimlicka, des philosophes canadiens, que plusieurs de mes réticences à reconnaître les droits fondamentaux des animaux venaient en réalité d'une mécompréhension de la nature des droits fondamentaux. On confond ça avec la question d'une valeur des vies. On confond la notion d'égalité morale avec la notion de valeur des vies. La plupart des gens vont considérer qu'une vie humaine a nécessairement, évidemment, plus de valeur qu'une vie animale. Et pourquoi tu dis que cette question-là n'a pas de lien avec la question des droits fondamentaux? Des droits fondamentaux, oui. C'est ça qui est super important, c'est parce que c'est sûr qu'on pense que la mort d'un être humain est plus tragique que celle d'un animal, mais on comprend pas que les droits fondamentaux ont aucun lien avec cette idée d'une valeur des vies. Je vais vous expliquer dans le cas des droits humains qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, c'est plus tragique quand une jeune personne meurt, mais ça veut pas dire que les personnes âgées ont moins de droits fondamentaux inviolables, qu'on pourrait, par exemple, tuer une personne âgée pour donner ses organes à une plus jeune, ou qu'on pourrait, par exemple, je sais pas, démembrer un misanthrope pour sauver la vie d'une personne qu'on aime. Donc, c'est ce qui distingue, en philopolitique, c'est ce qui distingue la théorie des droits de l'utilitarisme. Peu importe ce que la vie d'un être apporte aux autres, peu importe si on trouve que leur vie est insignifiante, nuisible, dépravée, ça n'a juste rien à voir avec le fait qu'on doit quand même les respecter. On doit les respecter non pas au sens qu'on doit les admirer, mais on doit les respecter au sens où on doit reconnaître leur droit fondamental d'exister. Les droits fondamentaux visent précisément à protéger les individus contre les évaluations que les autres font sur la valeur relative de leur vie. Les jugements extérieurs qu'on fait sur la vie des autres sont souvent biaisés. On a de la difficulté à comprendre et à attribuer de la valeur aux autres existences, surtout aux existences qui sont très différentes de la nôtre, et en particulier quand on tire un bénéfice de leur mise à mort. Il faut donc distinguer l'égalité morale de toute évaluation en termes de valeur d'une vie. L'important, c'est pas que je valorise ta vie, mais que toi, tu valorises ta vie et que je sois capable de le reconnaître et de le respecter. Peu importe que je trouve que ta vie soit misérable, nuisible ou complètement inutile. Je suis un petit peu déçue, Christiane, que tu considères que ma vie n'est pas de valeur, comme tu viens de le dire, mais je vais quand même continuer notre entrevue. Alors, je rigole, bien sûr. Donc, tu soutiens évidemment que les animaux devraient avoir droit aux protections les plus fondamentales, mais ce que j'ai compris, c'est que ta réflexion va plus loin que ça. Tu défends l'idée de reconnaître des droits positifs. Ouais, ça c'est on pourrait dire extrêmement débattu. C'est ce qui le fait le plus intéressant actuellement en éthique animale. Parce qu'une fois qu'on s'entend là-dessus, donc une fois qu'on s'entend que quand on peut, on devrait pas enfermer, mutiler ou tuer des animaux, pour moi le débat fait juste commencer. La plupart des éthiciens en éthique animale vont arrêter là. Moi, le débat pour moi commence parce que c'est très bien de définir ce qu'il faut pas faire aux autres animaux, qui ressentent, donc les animaux qui ressentent comme nous des expériences subjectives, mais il faut également parler de ce qu'on doit faire, de c'est quoi nos devoirs positifs à leur endroit. Ça, c'est vraiment mal reçu dans le mouvement de défense des droits des animaux parce qu'ils pensent que si on en demande trop, on va se tirer dans le pied un peu, on va se ridiculiser. Moi, au contraire, je pense que c'est super important non seulement de dénoncer les brutalités actuelles, mais d'envisager ça quoi pourrait ressembler à un monde dans lequel on respecte les animaux, un monde respectueux des animaux. C'est pour cette raison que je m'intéresse à ce qu'on appelle l'éthique animale relationnelle, qui vise non seulement à reconnaître certains droits négatifs, mais aussi des droits positifs afin d'améliorer nos relations avec eux. Puis concrètement, ça pourrait avoir l'air de quoi? Quand je parle de droits relationnels, comme par exemple le fait, par exemple, d'apprivoiser un animal ou d'adopter un animal génère des obligations particulières envers eux. Il y a beaucoup de gens en éthique animale qui
nient la pertinence morale des relations. Ils disent, on a les mêmes devoirs envers un chien puis un loup, par exemple, parce qu'ils ont les mêmes capacités subjectives. Ça, c'est très efficace pour critiquer la manière dont on traite, par exemple, les cochons puis les chiens, parce qu'on se dit, c'est nos relations avec eux qui font la distinction entre la manière dont on les traite. Mais en réalité, les cochons sont des animaux domestiques. Les relations, la domesticité a créé des obligations envers ces animaux-là qui sont devenus, à travers l'histoire, dépendants et vulnérables de nos sociétés humaines. Ils font partie des sociétés humaines. On doit reconnaître leur appartenance à notre communauté et nos devoirs particuliers envers eux. À partir de ces idées-là, on pourrait établir comme principe de base le véganisme. Mais pour toi, le véganisme, c'est plus qu'un mode de vie ou un régime alimentaire. Là. C'est vraiment un mouvement de libération. Donc, ça a vraiment des implications sociopolitiques. Oui, je trouve que c'est super important de distinguer le véganisme d'un régime alimentaire. Dans ce cas-là, on devrait parler de végétalisme quand on veut parler de la diète. Mais c'est aussi important de distinguer le véganisme, de pas présenter le véganisme comme étant un mode de vie, un lifestyle, comme on dit en anglais souvent, un cruelty-free lifestyle. Le problème, en fait, de réduire le véganisme à un genre de consumérisme sans cruauté, c'est de renforcer l'idée que de choisir de brutaliser des individus vulnérables comme les animaux serait une forme de choix personnel et pas une question éthique fondamentale. Donc, si je parle de mouvement de libération, c'est parce que c'est pas une question d'éthique individuelle. Pendant très longtemps, la protection animale était considérée comme une forme de charité. C'est bien si tu le fais, mais c'est pas mal si tu le fais pas. Ben, en fait, c'est bien si tu le fais tant que t'interfères pas avec des activités socialement acceptées comme la chasse, l'élevage ou l'expérimentation. Donc, la question de nos devoirs envers les animaux est pas une question de moralité personnelle, mais une question de justice fondamentale qu'on doit se poser en tant que société visant à être juste. Donc, ce mouvement remet fondamentalement en question la croyance dans la suprématie humaine. Mais quand tu parles de suprématie humaine, est-ce que le véganisme est en contradiction totale avec l'humanisme? Oui et non. En fait, l'éducation humaniste, c'est sûr que ça a eu du bon pour nous apprendre à voir les êtres humains comme étant égaux et également dignes de considération morale. Ça, c'est des acquis fondamentaux que le mouvement de défense des animaux ne remet pas en question et qu'on doit défendre encore plus fermement qu'on le fait aujourd'hui, en ajoutant, par exemple, d'autres droits fondamentaux, comme ceux à un environnement sain. Mais il faut aussi voir que cette idée d'une dignité humaine universelle n'a pas eu simplement des conséquences positives. Elle nous amène à voir les intérêts des humains comme étant en compétition avec ceux des autres animaux. L'éducation post-humaniste vise à promouvoir le respect des autres animaux et de leurs habitats. Pour le compte des animaux, évidemment, mais aussi pour le compte des êtres humains, de tous les êtres humains qu'on a exploités parce qu'on considérait inférieurs et plus proches des animaux dans l'histoire. Pour moi, promouvoir le respect de la nature, c'est réellement fondamental pour le bien-être de l'humanité et on s'en rend compte aujourd'hui avec la crise écologique. On parle d'une 6e grande extinction. Faut savoir qu'on a récemment appris que depuis les années 70, non seulement la population humaine a plus que doublé, mais la population des animaux sauvages a chuté de moitié. On a tué 50% des animaux terrestres vertébrés depuis moins de 40 ans. C'est vraiment fondamental qu'on remette en question notre idéologie humaniste suprémaciste. Merci, Christiane. Ben, merci beaucoup, Christiane Bailey. Pour terminer, Christiane organise une série de cours à l'UPOP, donc l'Université populaire, cours sur l'éthique animale, qu'on peut aller voir au Café Résonance les lundis à 18h30. Les prochaines séances auront lieu les 3 novembre, 17 novembre et 1er décembre. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le blog de Christiane, donc christianebailey.com, et tous les détails seront sur la page Facebook de Perspective Végane. Merci. Merci.